Oui, il y a plusieurs façons. Oui, c'est intéressant d'arriver en Seine-Saint-Denis puisque après ce matin, ce que j'avais compris comme un choc des galaxies là, qui nous menace et qui semble peser sur la profession, on passe à l'OCDE où effectivement rien n'est simple non plus. Puis là, on arrive sur ce que c'est qu'une zone fragile. Et une zone fragile, ça commence comme ça, c'est-à-dire par les aspects sociaux. Donc, dans ce département, on considère qu'il y a 1,5 million d'habitants, mais en plus, on sait qu'il y a 200, 300, 400 000 personnes qui sont non déclarées, qu'on ne connaît pas. Une espèce de population qui transite, qui est présente, dont on ne connaît ni le chiffre, ni les conditions de vie. C'est un département jeune. Le revenu familial médian est à 14 000 euros. 23% de cette population est à moins de 954 euros, qui constitue le seuil de pauvreté. 6% sont au RSA seulement, puisque tout le monde ne profite pas ou ne demande pas de bénéficier des avantages qui sont liés. Enfin, et à titre exemplaire, le 115 reçoit 800 demandes d'hébergement d'urgence par jour, ou par nuit, comme vous voulez. Ce sont des chiffres qui donnent une idée des difficultés de l'exercice médical dans une telle situation. Par contre, je n'ai pas le système pour changer la diapo. Merci. Quelle est la traduction sanitaire de cette situation sociale? La mortalité infantile est pratiquement le double de celle qu'elle est dans le pays. L'incidence du VIH est 50% au-dessus de celle qu'elle est dans le pays. La tuberculose est le triple de celle qu'elle est dans le pays. On constate dans ce département des maladies dont la plupart d'entre nous n'avaient jamais vu, la drépanocytose, le paludisme, qui sont des choses qui sont fréquentes. Arrivent en plus derrière des pathologies lourdes qui sont liées à l'amiante du fait de la population. On considère que approximativement, on attend 1 millier de morts par an liées à l'amiante dans le seul département de Seine-Saint-Denis chaque année. Chaque année. Et puis surtout, ce qui me frappe le plus dans les chiffres qu'on a vus il y a quelque temps, c'est qu'il apparaît maintenant une augmentation de la mortalité maternelle à l'accouchement qui devient significative. Autrement dit, ça ne s'arrange pas. Bon, on m'avait demandé de faire court, alors je n'ai pas rajouté des chiffres au-dessus de ceux que je viens de vous donner, je pense d'ailleurs qu'ils suffisent à eux-mêmes. Quelle est la réponse médicale ? Il y a 1000 généralistes dans ce département, on baisse de 1% par an. Ils sont presque tous en secteur 1, bien sûr, mais ça c'est vrai pour l'ensemble du pays. Il faut considérer que ce chiffre de 1% de perte par an va être doublé dans les 4 ou 5 ans qui viennent du fait de la courbe démographique des professionnels. Idem pour les spécialistes, sauf que le chiffre est encore plus important, puisqu'on part du même nombre de bases aux alentours du millier, mais que là on en perd plus, et que là encore on considère qu'1 sur 2 ne sera pas remplacé dans les années qui viennent, 1 sur 2 de ceux qui partent en retraite ne seront pas remplacés. Par contre, le taux des auxiliaires médicaux est relativement stable, on rejoint à peu près les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, je crois, sur cette notion. Voilà la démographie, voilà comment il va falloir gérer les problèmes qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a expliqué tout à l'heure. On est loin des problèmes d'informatique de ce matin. On peut passer à la diapo suivante. Quels sont les enjeux? Donc, répondre à ces difficultés de démographie, éviter les déserts médicaux qui se profilent, qui sont déjà une réalité. Il y a des communes de 20 000 habitants qui n'ont plus de spécialistes. Il y a des communes de 10 000 habitants qui n'ont pratiquement plus de généralistes qui ne soient pas du 3e âge. Et accompagner également la mutation hospitalière, privée comme publique. Comment est-ce qu'on peut essayer de participer en tant que praticien de terrain et de ville à ce type de transformation que, on ne va pas dire que la tutelle nous impose, disons les contraintes financières et les contraintes sécuritaires nous imposent. Comment cela va être possible? Quelques moyens quand même. Le premier, bien sûr, c'est d'ouvrir l'hôpital sur la ville, et là je parle du public comme du privé, améliorer les partenariats hospitaliers entre privé et public. Ça va être difficile. Les intérêts ne sont pas forcément liés, et bien entendu, il y a des réticences dans ce type de structure pour organiser tout cela. D'ailleurs, je pense qu'elles viennent surtout du public, mais enfin passons. Mieux gérer les entrées et les sorties. Comment se font les urgences et comment se font les sorties d'urgence?
Tout ça, c'est un domaine complexe. J'attends avec beaucoup d'attention le plan national qui va certainement trouver des réponses absolument correctes à ce type de problème. Par contre, effectivement, on tombera d'accord pour dire que la seule solution va être de travailler entre URPS, CPAM, ARS, Ordre des médecins. La question, c'est qui fait quoi dans cette répartition et dans cette discussion? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que c'est simplement un exposé de décisions qui ont été prises ou est-ce qu'il va y avoir réellement un débat avec, notamment en l'occurrence, les praticiens? Je crois que j'ai fini, non? Ah non. Ah oui, quand même, parce que le 93, ce n'est pas uniquement un concentré de difficultés. Hein, c'est probablement une anticipation de ce qui se passe ailleurs. Et ça se voit notamment à l'intérieur même du département, où des zones qui n'étaient pas fragiles le deviennent, et où cette situation qu'on décrivait tout à l'heure s'étend. En fait, les problèmes qu'on soulève cet après-midi, ce sont des problèmes qu'on va retrouver dans tout le pays, à des degrés variables, et avec des anticipations variables. Je vous remercie, bon courage.